Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir aujourd'hui l'alternative au test de Student pour échantillon indépendant, le test de Mann-Whitney. Le test de Mann-Whitney offre une alternative non paramétrique au test de Student pour échantillon indépendant. On réalise le test de Student pour échantillon indépendant quand on veut comparer deux conditions ou deux séries de données, pas plus, et que les groupes dont on dispose sont indépendants. Pour réaliser ce test de Student, il faut réunir les conditions suivantes. Les distributions doivent suivre la loi normale, doivent être distribuées normalement. Les données dont on dispose proviennent d'une échelle quantitative ou numérique. Et il faut que les variances soient homogènes, c'est la condition d'homocédasticité. Alors il existe deux variantes au test de Mann-Whitney lorsqu'on réalise les calculs à la main. Le cas petits échantillons lorsque les deux séries de données, les effectifs des deux séries de données vont jusqu'à 20 maximum. Et on appellera le cas grands échantillons lorsqu'une ou les deux séries de données ont un effectif qui vont dépasser un effectif de 20. Aujourd'hui, donc, nous allons nous concentrer sur le cas petits échantillons dans le cadre de cette vidéo. Alors, quand utiliser ce test de Mann-Whitney? Nous allons utiliser ce test quand nous voudrons comparer deux séries de données numériques, uniquement deux séries, mais que les conditions d'application pour procéder au test de Student pour échantillons indépendants ne sont pas respectées. Par exemple, les données sont asymétriques, elles ne suivent pas la loi normale, et où les variances des deux groupes, des deux distributions sont par exemple très hétérogènes. On pourra utiliser ce test de Mann-Whitney pour comparer deux séries de données issues de variables qui sont ordinales. Si les variables sont ordinales, il est conseillé de se diriger directement vers cette alternative non paramétrique, quelle que soit l'allure de la distribution, même si elle est normale, par exemple, quelles que soient les variances des distributions, même si elles sont très homogènes, il est conseillé de procéder directement à cette alternative si les données sont ordinales. Enfin, quelle que soit l'échelle, la nature des données, il faudra forcément que les groupes qu'on va comparer, que les deux conditions qu'on va comparer soient indépendantes. Il ne s'agit pas ici de mesures répétées. Alors, quelle est la logique générale de ce test de Mann-Whitney? Le test de Mann-Whitney fonctionne en ordonnant toutes les valeurs observées de la plus petite à la plus grande, puis en remplaçant les valeurs initiales par leur rang d'apparition. Le rang d'apparition, ça veut dire simplement l'ordre dans lequel apparaissent les observations des deux échantillons lorsqu'elles sont réunies et lorsqu'elles sont triées. Triées, c'est-à-dire rangées de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. C'est sur ces rangs que seront calculées les statistiques de Mann-Whitney. Ce test est vraiment basé sur l'analyse de l'enchevêtrement des observations des deux échantillons. Et alors, s'il n'y a pas de différence entre les deux groupes, entre les deux séries de données qu'on compare, les rangs élevés et faibles devraient apparaître de façon homogène entre les deux groupes, entre les deux séries de données. Un rang faible consiste ici à une valeur qui arrive en première par rapport aux autres valeurs, tandis qu'un rang élevé, ça va correspondre à une valeur qui arrive en dernière par rapport aux autres données. Nous allons donner un exemple et procéder au test. Considérons la situation suivante. On s'intéresse à l'effet de la musique sur la mémorisation. On fait passer un test de mémorisation à des participants, soit les participants vont écouter de la musique pendant le test de mémorisation, soit ils vont procéder au test de mémorisation dans le silence. On obtient donc les scores suivants au test de mémorisation en fonction des deux conditions expérimentales. Nous souhaitons ici vérifier l'hypothèse selon laquelle la musique nuit à la mémorisation. Ici, on précise ceci. Les conditions d'application pour réaliser un test paramétrique ne sont pas remplies. Les données ne sont pas distribuées normalement. Il va falloir réaliser une alternative non paramétrique ici. Effectivement, en voyant cet énoncé, nous avons donc deux séries de données à comparer, uniquement deux, et nous voyons que la variable indépendante que nous manipulons ici est intersujet. Ce qu'on fait varier ici, c'est la musique ou l'absence de musique pendant la mémorisation. Est-ce que la personne va réaliser le test de mémorisation dans le silence ou avec de la musique? Et les participants sont soit dans une condition, soit dans l'autre, soit dans la condition avec musique, soit dans la condition sans musique. Et donc notre variable indépendante ici est bien intersujet. Les groupes sont indépendants. Les personnes ne réalisent le test de mémorisation que dans l'une ou l'autre des conditions expérimentales. Ils ne sont pas affectés
à l'ensemble des modalités de notre variable indépendante. Donc ici, les groupes sont bien indépendants et nous souhaitons comparer deux séries de données uniquement. Nous devrions donc nous diriger normalement directement vers l'alternative paramétrique. Un test paramétrique ici qui convient, c'est le test de Student pour échantillons indépendants. Or, en vérifiant si les conditions sont remplies pour pouvoir réaliser ce test, nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Par exemple, ici, on va dire que les données ne sont pas distribuées normalement et donc nous allons réaliser l'alternative qui convient ici, c'est-à-dire le test de Mann-Whitney. Alors nous voyons ici que les deux séries de données, sans musique et musique, contiennent respectivement 9 et 10 observations. Nous sommes donc dans le cas particulier d'un test de Mann-Whitney pour échantillons de petite taille. Alors définissons tout d'abord l'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. La question qu'on se pose ici, c'est de savoir est-ce que la musique nuit aux performances de mémorisation? Est-ce qu'elle inhibe les performances de mémorisation? Nous sommes donc confrontés ici à une hypothèse unilatérale. Si nous avions juste posé la question est-ce que la musique influence les performances de mémorisation sans orienter dans un sens ou dans l'autre le sens attendu des différences, alors nous aurions été dans le cadre d'une hypothèse bilatérale. Mais là, ce n'est pas le cas, nous avons orienté l'hypothèse, on se demande si la musique va nuire aux performances. Nous posons ici l'hypothèse nulle. Selon l'hypothèse nulle, les performances de mémorisation seraient identiques dans les deux conditions. Cette hypothèse, c'est l'hypothèse du test. Le test statistique va mettre à l'épreuve cette hypothèse nulle. Si le résultat du test nous indique qu'il est extrêmement rare d'obtenir des performances identiques par le simple fait du hasard, eh bien, nous rejetterons cette hypothèse nulle pour valider donc notre hypothèse alternative, celle que le chercheur pose. La musique nuit aux performances de mémorisation. Les performances de mémorisation sont inférieures en condition avec musique. Ensuite, nous allons calculer la valeur de décision. Ici, nous allons donc calculer la valeur du U de Mann-Whitney pour nos deux séries de données. Ici, nous allons calculer deux indices, U1 et U2. Nous allons voir comment après. Et une fois que nous aurons fait ça, nous considérerons le minimum de ces deux valeurs calculées pour obtenir U minimum. Quand nous aurons donc obtenu U minimum, nous allons procéder à l'étape de la lecture de la valeur critique pour confronter la valeur de décision U minimum que nous aurons obtenue à l'étape précédente et U seuil, la valeur critique qu'il y a dans la table du U de Mann-Whitney. On prendra ensuite une décision. Et ici, quel sera le critère pour prendre une décision? Eh bien, nous rejetterons H0 quand U minimum sera inférieur strictement à U seuil. C'est-à-dire que lorsque U minimum sera plus petit que U seuil, la valeur qu'il y a dans la table, alors le résultat du test sera donc significatif. Alors nous allons voir maintenant comment procéder à l'étape du calcul de la valeur de décision. Comment est-ce qu'on obtient U1 et U2? Comment est-ce qu'on obtient donc U minimum? Nous allons maintenant décrire comment procéder à l'étape du calcul de la valeur de décision avec la méthode des rangs. Sachez que pour calculer la valeur du U de Mann-Whitney pour nos deux séries de données, il y a deux méthodes. La méthode des rangs qu'on va décrire maintenant, mais il y a aussi une autre méthode, la méthode qu'on appelle la méthode des points, qui est décrite dans une autre vidéo. Nous avions donc les données suivantes pour nos deux séries de données. La première étape consistera à ordonner les données pour chacune des deux séries. Donc si nous faisons ça pour nos deux séries de données, nous obtiendrons les valeurs suivantes. La deuxième étape consistera à regrouper et ordonner les données des deux séries de données. Ici, au fur et à mesure que nous rangeons les valeurs par ordre croissant, nous précisons dans une colonne d'où proviennent ces valeurs. Est-ce qu'elles proviennent de la condition avec musique ou de la condition sans musique? La troisième étape consistera donc à créer deux colonnes destinées à recevoir les rangs pour chacune des deux séries. Les rangs, ça signifie simplement le numéro d'apparition de la donnée quand toutes les données sont ordonnées de la plus petite à la plus grande valeur. Même s'il y a deux séries de données distinctes, le processus de numérotation des rangs se fait en considérant tous les scores à la fois. Alors ici donc nous attribuons les rangs aux premières données de la condition avec musique. Nous attribuons donc le rang 1 à la valeur 1 parce que cette valeur 1 correspond à la plus petite valeur lorsque toutes les données sont rangées par ordre croissant. La deuxième valeur correspond à la valeur 2 et cette valeur de 2 arrive en deuxième position
lorsque toutes les données sont rangées de la plus petite à la plus grande valeur. De même, la valeur 3 donc arrive en troisième position, la valeur 5 arrive en quatrième, la valeur 6 arrive en cinquième position, et la valeur 8 arrive donc en sixième position. Ensuite, nous constatons que le score 9 apparaît 2 fois. Ces deux scores devraient occuper les places 7 et 8. Autrement dit, on devrait leur attribuer les rangs 7 et 8. Mais puisque ces deux 9 sont interchangeables, on aurait pu commencer par l'un ou par l'autre, eh bien, plutôt que d'attribuer au premier 9 le rang 7 et au deuxième 9 le rang 8, nous allons plutôt opter pour leur attribuer la moyenne des deux places qu'on devrait leur attribuer. Ici, donc, on fera simplement la moyenne entre 7 et 8, soit 7 plus 8 divisé par 2 égale donc 7,5. Et donc, on attribuera à chacun des 9 la place moyenne, le rang moyen de 7,5. Pour la prochaine valeur qui correspond à un 10, nous devrons repartir de la place 9. Effectivement, nous avons déjà donné les places 1 à 6, la place 7 et la place 8 sont occupées par les deux 9. Donc ici, nous devrons bien repartir à la place numéro 9 ou au rang numéro 9. Ici, le score 10 apparaît 3 fois. Nous devrions donc leur donner respectivement les places 9, 10 et 11. Mais plutôt, puisque ces valeurs sont interchangeables, plutôt que de leur donner respectivement les places 9, 10 et 11, nous allons plutôt opter pour leur attribuer la moyenne de ces places qu'ils devraient avoir, qui correspondra au rang 10. Et ainsi de suite. Pour chaque série, il faudra attribuer les rangs que prennent les valeurs, c'est-à-dire la place dans laquelle elles arrivent lorsque toutes les données sont rangées par ordre croissant. Et si jamais il y a des ex-aequo, eh bien on donnera plutôt le rang moyen, la moyenne des places que ces valeurs qui sont ex-aequo devraient avoir. La prochaine étape consistera à faire la somme des rangs pour chacune des séries de données. Ici, il s'agira simplement de faire la somme des rangs que nous avons attribués pour la condition avec musique et puis de faire la somme que nous avons attribuée pour la condition silence. Donc ici, si nous faisons ceci, nous obtenons respectivement 73,5 et 116,5. Pour la cinquième étape, il faudra retrancher ce qu'on va appeler le minimum de la somme des rangs pour chacune de ces deux séries. Pour trouver la valeur correspondant à ce minimum de la somme des rangs, nous pouvons appliquer la formule effectif multiplié par effectif plus 1 divisé par 2. Ici, l'effectif de ma première série de données correspond à 10. J'ai bien 10 données dans ma première série de données ici, dans la série avec musique. Donc pour trouver le minimum de la somme des rangs, je vais simplement prendre la valeur de cet effectif, 10, multiplié par la même valeur plus 1, donc fois 11, divisé par 2, ça nous donnera 55. Je vais faire la même chose pour la deuxième série de données. Dans la deuxième série de données, dans la condition silence, j'ai 9 données. Donc le minimum de la somme de rangs correspondra à 9 fois 9 plus 1, 10, divisé par 2, ça nous donnera 45. Pour la sixième étape, eh bien, on va retrancher cette quantité, 55 et 45, à la somme des rangs que nous avions calculée, 73,5 et 116,5, pour obtenir la statistique U pour chacune de nos séries de données. Donc ici, U1 correspondra donc à la somme des rangs pour cette série de données, 73,5, moins 55, le minimum de la somme des rangs pour cette série, ça nous donnera donc 18,5. U2 sera donc égal à la somme des rangs pour cette série, donc 116,5, moins le minimum de la somme des rangs pour cette série, soit 45, donc ça nous donnera 71,5. Donc nous avons réalisé cette étape, nous avons obtenu notre valeur de décision. Ici, nous avons obtenu donc 18,5 pour notre U minimum. Il nous reste à aller lire la valeur critique pour prendre une décision, en sachant ici que l'hypothèse nulle sera rejetée si ce minimum, si U minimum, est inférieur à la valeur seuil que nous trouverons dans la table de Mann-Whitney. Le test sera significatif si U minimum, 18,5, est plus petit que la valeur U seuil que nous allons lire dans la table. Alors voici à quoi peut ressembler notre table de Mann-Whitney. Ici, cette table reprend toutes les possibilités de couple d'effectifs possibles au niveau de mes deux échantillons. Donc jusqu'au maximum de 20 pour chacune des séries. On voit bien que on va pouvoir procéder à cette façon de faire quand on a des échantillons de petite taille, uniquement quand N1 et N2, l'effectif de la première série de données et l'effectif de la deuxième série de données, sont inférieurs à 21, on va jusqu'à 20 maximum. Donc quand j'aurai une des deux séries de données, ou les deux, avec un effectif qui va dépasser 20, on verra qu'on procédera autrement puisqu'on ne pourra pas aller lire la valeur critique dans cette table. Et donc c'est là qu'on passera en
cas grands échantillons avec une méthode différente pour cette étape-là de lecture ou calcul de la valeur critique. Cette table est celle qui correspond à alpha égale 10% pour un test bilatéral et qui correspond à alpha égale 5% pour un test unilatéral. Donc elle se lie aussi bien pour prendre une décision sur un test bilatéral au seuil de 10% que pour un test unilatéral au seuil de 5%. Ici, comme nous souhaitons répondre à une hypothèse unilatérale et que nous prenons en compte un seuil alpha de 5%, c'est cette table que nous sélectionnons. Donc, cette table va nous donner un seuil, la valeur de U seuil, en fonction des effectifs des deux séries de données, en fonction des effectifs que j'ai dans mes deux groupes. Ici, notre première série de données avait un effectif de 9 et la deuxième avait un effectif de 10. Donc il va falloir que je repère la combinaison 9-10 et on va simplement aller lire la valeur qui sera située au croisement. De ces deux informations ici, j'obtiendrai 24. On remarque qu'on ne peut pas trouver dans l'autre sens en prenant 9-10. Nous ne trouvons aucune valeur, il suffit simplement de changer l'ordre, de prendre 19 pour trouver la valeur U seuil. Donc nous obtenons 24 ici, et c'est cette valeur donc qui va devenir ma valeur U seuil, qui va me permettre de rejeter ou non l'hypothèse nulle. Nous pouvons donc maintenant conclure ce test U minimum était égal à 18,5. Et donc mon U minimum est inférieur à ce seuil. Quelle sera ma décision? Eh bien, la décision sera celle-ci, H0 peut être rejeté au seuil alpha, 5% pour une hypothèse unilatérale. Est-ce que U minimum est toujours plus petit que U seuil à un seuil alpha de 2,5%, toujours pour un test unilatéral? Il suffit de regarder la table qui correspond ici pour un alpha égale 2,5% pour un test unilatéral, et donc il s'agit de cette table suivante. Ici, ma statistique U était égale à 18,5 et reste toujours inférieure à la valeur U seuil que nous trouvons dans la table qui correspond à 21 pour un seuil alpha de 2,5%. Donc, H0 peut être également rejeté au seuil alpha 2,5% pour une hypothèse unilatérale. Nous pourrons conclure en écrivant ceci. Le résultat du test de Mann-Whitney est significatif. Nous pouvons rapporter la valeur du U qui était égale à 18,5 et préciser, on peut conclure ce test à un seuil alpha qui est inférieur à 0,20. Nous pouvons donc affirmer avec ce seuil de risque alpha que la musique a bien inhibé les performances de mémorisation.